Bonjour à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 22 de Parlons Constitution. On va commencer à parler du pouvoir législatif. On va faire plusieurs épisodes qui seront pas tous à la suite, il y aura d'autres épisodes entre deux, vous verrez bien. Et on commence par se demander qui doit disposer du pouvoir législatif. Alors, pour commencer à aborder cette question, il faut d'abord se poser la question du pouvoir législatif, et donc, première partie, faire la loi. Qu'est-ce que le pouvoir législatif? C'est celui qui fait la loi. On va commencer par, en fait, des définitions. Définition de ce vocabulaire juridique de Gérard Cornu, Association Henri Capitan, 2020, 13e édition, ce que j'ai déjà beaucoup utilisé dans cette série. Et on va commencer par la définition de la loi qu'on retrouve du coup dans ce vocabulaire. Toute norme ou système de normes, d'ordre juridique ou extra-juridique, en ce sens on parle de loi naturelle ou de loi morale par opposition à loi positive. Alors cette définition est intéressante car elle nous parle de la loi comme une norme ou un système de normes. Norme ou système de normes, c'est donc une règle, une norme ou l'ensemble de ces normes. C'est pour ça qu'on parle de la loi en général ou qu'on parle d'une loi. Cette loi peut être juridique ou extra-juridique. Une loi, bien sûr, on va parler en droit, une loi peut être en droit extra-juridique ou juridique. Si elle est extra-juridique, ça veut dire qu'on la tire, qu'elle provient de la nature ou de la morale. Ça renvoie à l'idée de loi naturelle, de droit naturel, de droit moral, de loi morale. Et non pas à loi positive. Alors, la loi est également un texte voté par le Parlement. Donc là, c'est plutôt une définition plus restreinte. C'est le nom du texte voté par le Parlement. C'est ce qu'on trouve à l'article 34 de la Constitution de 1958 de la République française, donc la 5e République. Là, c'est donc la loi au sens organique et formel, par opposition au décret, au règlement, à l'ordonnance, à l'arrêté, mais aussi à la Constitution. La loi est une catégorie de texte juridique. La loi peut aussi être la règle de droit suprême dans la hiérarchie des normes. En ce sens, les lois sont les règles qu'un régime politique rend suprêmes. Alors ça c'était le cas lorsqu'on était dans une période de légicentrisme, où il y avait au sommet la loi qui dans le système juridique français est l'expression de la volonté générale, c'est marqué sur votre écran, mais maintenant qu'on distingue plus clairement la Constitution et la loi, on ne peut plus dire que la loi est la règle de droit suprême, dans la hiérarchie des normes. Alors, le pouvoir législatif, comment ce vocabulaire définit le pouvoir législatif? Le pouvoir législatif, c'est la puissance ou la capacité de faire des lois. Donc là, le pouvoir en tant que puissance que capacité. Le pouvoir législatif en tant que puissance ou capacité de faire quoi? Les lois. Également, non pas comme étant la capacité, la puissance, le pouvoir, la faculté de faire quelque chose. Le pouvoir législatif peut aussi désigner l'activité en elle-même ou la compétence, en vertu de laquelle sont faites les lois. Le synonyme étant fonction législative. Évidemment, les deux sont très liés. S'il y a une activité ou une compétence en vertu de laquelle sont faites les lois, c'est que cette fonction législative est rattachée à une personne qui détient la puissance ou la capacité de faire des lois, la faculté de faire des lois. La définition est légèrement différente, puisqu'ici c'est plus synonyme de fonction législative plutôt que de pouvoir législatif. Par extension, le pouvoir législatif, c'est aussi l'organe collégial. Alors, on va peut-être un peu vite en besogne, mais ici c'est indiqué organe collégial, délibérant, issu de l'élection, dont le principe de compétence est l'exercice total ou partiel de cette fonction, même lorsqu'on fait allusion à ses autres compétences. Cette définition est synonyme de parlement. Donc dans les démocraties actuelles, c'est un organe collégial, délibérant, issu de l'élection, dont le principe de compétence est l'exercice total ou partiel de cette fonction. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Sous l'Ancien Régime, le pouvoir législatif était détenu en grande partie par le roi, qui donc n'était pas un organe collégial, puisque c'était une seule personne, il ne délibérait avec lui-même, c'est bizarre, décider ça c'est sûr. Issu de l'élection, non, pas vraiment. Parfois oui, puisqu'il y avait des rois qui ont été élus par des nobles ou par des ecclésiastiques, en tout cas ils n'étaient pas issus de l'élection par une partie du peuple, hormis du coup ces nobles ou ces ecclésiastiques. Et donc ça c'est déjà un parti pris, mais c'est ce qu'on verra après, sur est-ce qu'il faut ou non une personne, plusieurs personnes, etc. etc. Donc ici ça désigne non plus le pouvoir en lui-même, mais l'organe qui exerce le pouvoir. Même si cet organe ne l'exerce pas lorsqu'on parle de lui.
Dans l'exemple ici, le pouvoir législatif a vu diminuer ses prérogatives en matière exécutive. On parle de prérogatives en matière exécutive, dans cet exemple donné par le vocabulaire juridique. Et on ne parle pas, en fait, du pouvoir législatif en tant que puissance ou capacité de faire des lois, ou de l'activité par laquelle, ou compétence en vertu de laquelle sont faites les lois. On parle de l'organe, même s'il n'est pas en train d'exercer sa fonction législative, même s'il n'est pas en train d'user de son pouvoir législatif. Après avoir défini tout ça, on va voir ce que sont les 3 pouvoirs selon Montesquieu, ce qui va nous permettre d'un peu mieux distinguer le pouvoir législatif des autres pouvoirs. C'est un peu un rappel, puisque déjà, lors de l'épisode sur la séparation des pouvoirs, on en avait déjà parlé. Il y a, je cite du coup Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, donc Montesquieu dans l'Esprit des lois au livre 9, il y a dans chaque État 3 sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. La puissance législative fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Du coup, ce n'est pas la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens. Et je continue de citer, par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième ensuite, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, c'est donc le pouvoir judiciaire, qui est la puissance exécutrice de celles des choses qui dépendent du droit civil, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers, c'est le pouvoir judiciaire. Et l'autre, simplement la puissance exécutrice de l'État. Il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions, et on pourrait rajouter ici, exécute les lois, conduit la politique de la nation. C'est donc le pouvoir exécutif. Alors maintenant qu'on a un petit peu en tête cette distinction, le pouvoir législatif fait les règles, le pouvoir exécutif les exécute et gère les relations entre États, la diplomatie, la défense du territoire, l'organisation de l'administration, le pouvoir judiciaire juge les différends entre particuliers, également les différends avec l'État et ses administrations. Alors maintenant, rappelons du coup l'objectif de la société. L'objectif de la société, c'est la recherche du bonheur de tous et de chacun. Non pas, et je le répète encore une fois, car c'est important de le préciser à chaque fois, ce n'est pas le bonheur de tous et de chacun en lui-même. Pourquoi ? Il faut avoir une certaine humilité déjà. Est-ce que quelqu'un peut dire « je sais comment tout le monde, comment chacun pourra atteindre le bonheur ?» C'est un peu compliqué à assumer comme position de dire « je sais, je connais la vérité, je sais comment toi tu peux atteindre le bonheur, comment toi tu peux atteindre le bonheur, comment tout le monde peut atteindre le bonheur, à la fois collectivement en s'organisant et à la fois singulièrement, personne par personne, individu par individu. » Et l'État lui-même, la société, l'institution du pouvoir politique, l'État, ne peut pas ou doit également être humble, ne pas imposer sa vision du bonheur à l'ensemble de la population. Et donc, l'objectif de la société, c'est permettre à tous de rechercher le bonheur, permettre à chacun de le rechercher. Du coup, quel est le rôle du pouvoir législatif ? Qui est du coup le pouvoir le plus important, vous comprenez pourquoi. La puissance législative crée les règles, crée les normes, décide de la politique à mener. Le pouvoir exécutif, certes, a un rôle important également, qui est celui d'appliquer les lois, de les faire appliquer, d'organiser l'administration, de nommer les ambassadeurs, de faire la paix, de gérer la diplomatie avec les autres États, etc., etc. Donc c'est important aussi, mais c'est pas aussi important que faire les règles, faire les lois, les règles qui régissent les normes obligatoires générales et impersonnelles qui s'appliquent à toute la société. C'est ce que j'ai marqué ici. Le rôle du pouvoir législatif, c'est donc de faire les meilleures normes obligatoires, générales et impersonnelles s'appliquant à toute la société. C'est une autre définition des lois. Je trouve bien meilleure, car on retrouve la notion d'obligatoire. Nul n'est censé ignorer la loi d'ailleurs. Elle est obligatoire, elle s'applique à toute la société. Elle est générale et impersonnelle. Elle ne va pas dire, une loi ne va jamais dire, monsieur un tel doit faire ceci. Non. Elle est générale et impersonnelle. Alors du coup, le rôle, faire les lois, les meilleures lois possibles, mais dans quoi ? Dans quel but ? Dans le but de réaliser cet objectif. Recherche du bonheur de tous et de chacun. Reformulons donc, le rôle du pouvoir législatif, c'est chercher à faire les meilleures lois pour se rapprocher de la société idéale qui permettrait le mieux à tous et à chacun de rechercher le bonheur. Rechercher le bonheur à la fois collectivement, entre nous, via la politique, via le pouvoir politique,
et le pouvoir associatif et tous les autres pouvoirs et toutes les autres organisations au sein de la société, donc collectivement rechercher le bonheur, une société idéale qui permettrait à tous collectivement de rechercher le bonheur, mais à chacun également, dans son intimité, dans son individualité, de rechercher le bonheur. Et donc ceci étant dit, maintenant qu'on connaît le rôle du pouvoir législatif, et en particulier le rôle du pouvoir législatif, selon moi, dans ma vision politique dans le domaine constitutionnel, car je le rappelle, cette série n'est pas là pour donner la vérité, mais ma vision politique dans le domaine constitutionnel actuellement, qui peut évoluer, dont on doit faire débat. Je vous renvoie encore une fois, je le répète quasiment à tous les épisodes maintenant, mais je vous renvoie à la vidéo de présentation, qui est très importante là-dessus. Passons maintenant au grand 2 de la révision ou de la permanence des lois. Maintenant qu'on sait quel est le rôle du pouvoir législatif, on peut se poser la question, est-ce qu'une fois qu'il a fait la loi, est-ce que celle-ci doit être permanente ou non? Mais avant ça, il y a lieu de distinguer la loi ordinaire de différents autres textes, différentes autres choses. D'abord, distinguer la loi ordinaire du décret-loi. Le décret-loi, c'est une pratique qui n'a plus cours actuellement en France, mais qui a eu cours notamment sous la Troisième République et même encore sous la Quatrième République, bien que la Constitution de la Quatrième République l'interdisait. C'était en fait une loi, donc c'est bien une loi, encore une fois, sauf que cette loi était prise par le gouvernement. Le gouvernement qui en fait avait le pouvoir exécutif et non pas le pouvoir législatif. Bien sûr, ce n'était pas fait sans l'accord du Parlement qui avait le pouvoir législatif, puisqu'il y avait une habilitation législative. C'est-à-dire que le Parlement donnait la possibilité au gouvernement de prendre ces décrets-lois, ces lois, du coup prises par le gouvernement. Ça ne se fait plus. Mais vous allez me dire, mais si ça se fait, les ordonnances, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui distingue principalement l'ordonnance, bien sûr, il y a des petites différences, mais je vais pas rentrer dans les détails ici sur ce qu'est l'ordonnance, c'est que même si c'est toujours une loi prise par le gouvernement après habilitation législative, ce n'est pleinement une loi qu'après une ratification de ces ordonnances par le pouvoir législatif. C'est-à-dire qu'actuellement, le Parlement doit ratifier les ordonnances qui ont été prises conformément à la loi d'habilitation par le gouvernement. Ils doivent voter une loi de ratification pour que ces ordonnances aient une pleine valeur légale. Avant cette ratification, mais je vous passe les détails, vous pourrez aller voir sur internet si vous voulez, ou attendre peut-être un épisode sur l'ordonnance. Avant cette ratification, les ordonnances ne sont pas considérées comme des lois. Avant ratification, ce sont des actes réglementaires, comme les décrets. Ce sont des règlements, et non pas des lois. C'est pas le même niveau dans la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, on a déjà fait un épisode dessus. Alors maintenant, distinguons la loi ordinaire de la loi constitutionnelle. La loi constitutionnelle, c'est une loi qui a valeur constitutionnelle. Donc actuellement, avec le constitutionnalisme, avec cette idée qu'il existe une constitution, qu'on a écrite d'ailleurs, qui est supérieure à la loi constitutionnelle n'est pas une loi ordinaire, c'est, selon l'utilisation faite du terme, une loi constitutionnelle qui en fait est comme une constitution, c'est une constitution. C'est par exemple le cas des lois constitutionnelles de la Troisième République, française toujours, ou actuellement, sous la Cinquième République, une loi constitutionnelle, on parle de loi constitutionnelle pour les révisions de la Constitution. Donc la Constitution, la définition, je vous renvoie à l'épisode 1er, et pour résumer très grossièrement, une Constitution c'est l'ensemble des règles suprêmes qui organisent l'État. Et donc ce n'est pas la loi. La Constitution ne s'occupe pas de la population, elle s'occupe d'organiser l'État, le pouvoir politique, les institutions. Vous allez me dire, si la Constitution peut s'occuper un petit peu de la population via les droits fondamentaux, on y viendra juste après, et on y est déjà venu, on en a déjà parlé avant des droits fondamentaux, lorsqu'on a fait les épisodes sur les droits fondamentaux, sur la garantie des droits. Pour rester dans le thème de la Constitution, et pour parler d'une loi en fait un peu spéciale, la loi organique. Une loi organique, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple encore, c'est une loi qui précise et applique un article de la Constitution qui le prévoit, c'est-à-dire que dans la Constitution, il y a un article qui dit quelque chose et qui dit qu'une loi organique viendra préciser ce point-là précis. Et donc ensuite, le pouvoir législatif, parfois selon une procédure spécifique, va prendre une loi organique pour préciser et appliquer cet article de la Constitution qui a prévu l'existence d'une telle loi. Ce n'est pas une loi ordinaire. Maintenant, le droit ou la loi naturelle. Je vous renvoie à l'épisode 16 où on en a parlé beaucoup plus longuement. Pour résumer, le droit naturel ou la loi naturelle,
une loi naturelle à pas confondre avec ce que j'ai dit dans l'épisode 16, sur le fait que j'ai dit il faut pas confondre naturel et loi naturelle, mais je pensais pas à loi naturelle en tant que loi dans un sens juridique, mais en tant que loi dans un sens matériel, loi naturelle dans un sens matériel, comme les lois physiques, les lois de la chimie, les lois biologiques. Même si, et c'est ça qui est assez particulier, le droit naturel, du coup, pour résumer, c'est une règle considérée comme conforme à la nature de l'homme ou des choses, ou alors provenant de la nature de l'homme ou des choses. Et donc à ce titre, ce droit naturel, cette règle-là, est reconnue comme droit idéal. On en a discuté, et pour résumer très simplement, j'avais dit qu'il n'y a pas de droit naturel, ou en tout cas, qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il existe un droit naturel. Quel qu'il soit, aucune règle de droit ne peut être considérée actuellement, selon moi, comme un droit naturel. C'est vite résumé. On avait également parlé des droits fondamentaux, et en fait, sur le droit naturel, ça faisait partie de ces épisodes sur la garantie des droits. Et pour la question des droits fondamentaux, j'en avais parlé et défini de façon plus précise, c'était à l'épisode 15, du coup juste avant l'épisode 16, et également un petit peu à l'épisode 17 en fait. Je l'ai pas réellement défini clairement, directement, mais indirectement, j'ai dit que pour moi dans les droits fondamentaux, il pouvait également y avoir des objectifs politiques, qui ne sont pas réellement des droits pour les individus. Donc les droits fondamentaux, c'est une partie spécifique de la Constitution, ce n'est donc pas une loi. D'accord ? C'est une partie spécifique de la Constitution, qui certes ne s'occupe pas simplement d'organiser l'État, les institutions, mais en tout cas c'est une valeur différente de la loi, et les droits fondamentaux sont voulus comme plus ou moins permanents. Je vous invite à aller voir justement l'épisode 17 pour savoir ce que j'en pense de cette permanence et de cette en fait possibilité de révision des droits fondamentaux. Puisque dans cet épisode 17, j'avais parlé de la possibilité pour le peuple, pour les citoyens en réalité, via un référendum, de réviser cette partie spécifique de la Constitution que sont les droits fondamentaux. Alors sans plus attendre sur la question qu'on a du coup oubliée, sur la révision, la permanence des lois, les lois doivent pouvoir être révisées. C'est ma réponse, les lois doivent pouvoir être révisées. Il faut qu'il y ait une possibilité de révision. Montesquieu, quand je l'ai lu tout à l'heure, disait déjà qu'il fallait pouvoir créer, ou abroger, modifier les lois. Dans l'extrait que je vous ai passé, il ne se justifiait pas, mais les lois doivent pouvoir être révisées. Pourquoi ça ? Car le législateur peut se tromper, les erreurs sont possibles. Et car également le contexte évolue. Le rapport de force politique évolue, les volontés évoluent, les demandes évoluent. La société elle-même évolue, le monde évolue. Le contexte, en général, évolue. Et les erreurs sont possibles. Cependant, même si il doit y avoir une révision, en raison de la poursuite de l'objectif que j'ai dit avant, on visait cette société idéale qui permettrait à tous et à chacun de rechercher le bonheur. Eh bien, en raison de la poursuite de cet objectif, les lois devraient devenir de plus en plus permanentes. Car on suppose que petit à petit, si en tout cas la méthode pour essayer d'atteindre cette société idéale, de se rapprocher le plus possible, est correcte, est la bonne, alors il y a des lois qui vont devenir réellement permanentes car ce sont les bonnes. Elles ne seront pas suffisantes pour atteindre cette société idéale, mais on peut supposer qu'elles seront les bonnes. Donc petit à petit, c'est l'image que je vous ai mis à droite, on va tendre vers ce savoir, vers cette société idéale. Ici, je représenté par un livre représentant le savoir, la vérité, la connaissance. Donc on va tendre vers cette connaissance, vers ce savoir, vers cette vérité, vers cette société idéale que j'ai décrite avant. Mais bien sûr, restons humbles, est-ce qu'on y arrivera un jour ? Il est fort probable que non, que ce n'est qu'un objectif qu'on se donne pour la pensée, qu'on n'atteindra jamais mais qu'il faut toujours chercher à atteindre. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas ? Parce qu'on est limité intellectuellement, et également parce que le contexte évoluant, cette société idéale évolue. C'est-à-dire qu'une société idéale dans un contexte donné ne sera pas forcément la même dans un autre contexte. Vous voyez ce que je veux dire ? J'en ai parlé dans, je sais plus le numéro de l'épisode, qui parlait de existe-t-il une constitution parfaite et universelle ? Je crois que c'était le titre de l'épisode à peu près. Existe-t-il une constitution parfaite et universelle ? Je n'avais parlé dans cet épisode-là. Donc je vous y renvoie pour plus de détails. Et si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires, j'y répondrai si je suis toujours disponible, en capacité de le faire, et que je vois votre question bien évidemment. Alors,
Donc les lois doivent être révisées. Mais elles ont vocation à être de plus en plus permanentes, puisqu'on cherche à créer les meilleures possibles. On ne va pas faire des lois pour pouvoir les réviser quand on veut, selon comment ça nous chante. Non. Il faut viser la vérité, viser les meilleures lois possibles. Et donc viser la permanence. Bon, je pense que vous avez compris. Passons du coup aux 3, 1 ou des législateurs. 1 ou des législateurs, du coup, vous comprenez qu'on va entrer réellement dans le vif de la question qui doit disposer du pouvoir législatif. Car après avoir vu quel est le rôle du pouvoir législatif, après avoir vu que les lois doivent pouvoir être révisées, qui doit les réviser? Un individu ou plusieurs? Un ou des législateurs? Et dans cette question, il y a la question du nombre de personnes qui peuvent réviser. Soit une seule personne, soit un collège, formant un corps uni. Par exemple une assemblée. Eh bien pour moi ça doit être plusieurs personnes. Pourquoi? Pourquoi plusieurs personnes? Car il faut un débat raisonné d'idées divergentes. C'est par le conflit des idées, par la multitude des personnes, la multitude des arguments qu'on peut tendre, qu'on peut chercher au mieux à tendre vers cette vérité, vers cette supposée vérité, vers cet idéal, vers cette société idéale. C'est par le débat raisonné d'idées divergentes. Déjà, les personnes multiples auront des avis divers et auront des arguments divers sur les mêmes questions, mais également auront des idées différentes, apporteront du coup de l'innovation, des idées nouvelles dont on n'avait pas pensé, des arguments dont on n'avait pas pensé. Ils ont des points de vue que chacun n'a pas, certains ont des points de vue que d'autres n'ont pas, etc., etc. Chacun a son point de vue. Un seul individu n'a qu'un point de vue, il est limité, déjà. Il est faillible comme tout être humain bien évidemment, mais en plus d'être faillible, il a qu'un seul point de vue, il a qu'une seule idée, c'est pour ça que notamment là je fais cette série tout seul, mais comme je le répète, souvent, il ne faut pas prendre ça pour la vérité absolue, loin de là. Loin de là, c'est juste un point de vue, à vous d'avoir le vôtre, et collectivement, en débattons, on pourrait aller vers une meilleure constitution. C'est la même idée, faut un débat raisonné, idées divergentes, donc plusieurs personnes. Moi là je ne décide pas, je vous présente une vision, mais je ne décide pas, je suis pas en train de créer une constitution pour un pays, même si, évidemment, si c'est ma vision actuellement j'aimerais bien qu'elle soit appliquée dans un pays, et en particulier la France, au moment où je vous parle. C'est-à-dire que cette vision-là peut évoluer, notamment en étant en conflit, plutôt en discussion, avec d'autres idées, d'autres personnes. D'où l'importance de cette collégialité, de cette multitude de personnes qui vont faire la loi. La question qu'il y a ensuite, parce que si c'est une assemblée, elle décide en corps, c'est-à-dire qu'ils ont un processus pour décider en tant qu'une seule personne, même si c'est plusieurs personnes, c'est un seul corps, c'est l'assemblée qui décide. C'est pas chacun individuellement qui décide et qui fait plusieurs choses différentes. C'est un seul corps. Personne ou assemblée. Est-ce qu'il faut un seul corps, donc assemblée plutôt, ou plusieurs, qui légifèrent plus ou moins séparément? C'est-à-dire soit en relation, comme par exemple actuellement l'Assemblée nationale et le Sénat, qui forment le Parlement, qui forment réellement les lois, sont quand même deux corps différents, vous voyez, donc plus ou moins séparés, là ils sont assez proches, ou complètement séparés, on peut imaginer une assemblée et une autre qui font tous les deux des lois, sans se parler. Bon. Déjà ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a plusieurs corps qui légifèrent et qui sont bien séparés, il y a un risque important de conflit de normes. C'est-à-dire que, si vous avez deux assemblées qui ne se parlent pas, qui font des lois différentes, qui ont le même pouvoir législatif, qui font des lois, il est possible que ces lois entrent en conflit. Mais alors, quelle loi doit-on appliquer? La loi de l'assemblée A ou la loi de l'assemblée B? La question se pose. Quelle loi est plus légitime que l'autre? Il y a un risque également de conflit politique entre ces assemblées. Mais pourquoi t'as pris cette loi-là? Et non, il faut pas faire cette loi-ci. Et du coup, le gouvernement, s'il n'y en a qu'un seul, imaginons, si on a deux, ce serait peut-être encore plus difficile à gérer, mais imaginons qu'il n'y en a qu'un seul. J'applique quoi? J'applique cette loi-là, celle-ci? Je suis responsable devant quelle assemblée? Quelle est la politique que je dois suivre? Je ne sais pas. Donc, risque de conflit politique, risque de conflit de normes. Sauf si, bien sûr, on peut l'imaginer, il y a des dialogues entre les corps et des règles de primauté entre les normes. Donc, est-ce qu'il faut complètement fermer la porte à cette hypothèse qu'il y ait des législateurs plus ou moins séparés, soit des corps législatifs plus ou moins séparés, qui légifèrent? Non, on peut pas fermer la porte, donc pourquoi pas? C'est ce que j'ai marqué, pourquoi pas?
Mais attention, il faut éviter à tout prix des conflits de normes insolubles, des conflits politiques qui créeraient du désordre politique, une instabilité gouvernementale par exemple, vraiment très importante, qui poserait des gros problèmes de sécurité juridique, tout comme de sécurité nationale, ou de lisibilité politique, enfin des gros conflits politiques. Pour éviter ces conflits de normes, ces conflits politiques, il faut des règles claires et strictes qui organisent soit le dialogue entre les corps, soit des règles de primauté entre les normes. Et pourquoi pas même les deux, c'est encore mieux. Des règles claires et strictes qui organisent, qui prévoient, qui disposent des dialogues entre ces différents corps et des règles de primauté entre les différentes normes adoptées par ces corps. Notamment entre les différentes normes si ils sont séparés. Si ils sont vraiment séparés. Donc c'est pas le cas actuellement en France avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat ne peut pas prendre une loi sans que l'Assemblée nationale ne la vote. Les deux organes ne sont pas réellement séparés, ils forment un autre corps plus grand qu'est le Parlement. Alors, pour nous poser maintenant encore plus profondément la question, après avoir dit qu'il faut une assemblée, après avoir dit que pourquoi pas qu'il y ait plusieurs assemblées, plusieurs corps en tout cas, qui légifèrent, nous allons nous poser la question qui doit disposer du pouvoir législatif de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Et donc, en principe, il faut un législateur courant, donc au moins une assemblée. C'est sûr, il faut une assemblée courante, qui fasse des lois courantes, et qui donne en partie ses légitimités au gouvernement, mais ça, on en parlera plus tard, évidemment. Donc il faut un législateur courant, qui puisse faire des lois, qui puisse faire des lois notamment en réaction au contexte, à l'actualité, de façon assez courante. Donc au moins une assemblée, ça peut être deux comme actuellement, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Bien. Mais il peut aussi y avoir un législateur spécial, en situation exceptionnelle, pour aller plus vite et répondre à une crise majeure. C'est ce qu'on verra à l'épisode 60, on est qu'à l'épisode 22. Et oui, il y aura un épisode 60, si j'ai pas abandonné en cours de route, ce qui normalement ne sera pas le cas, car je suis assez déterminé. Et vous remarquez du coup qu'il y aura beaucoup d'épisodes, il y a encore beaucoup de choses dont on doit parler. Donc à l'épisode 60, on reviendra sur cette possibilité de pouvoirs exceptionnels. Je fais référence actuellement notamment à l'article 16 de la Constitution de 1958. Donc à l'exécutif, on se posera la question, en temps et en heure, ce n'est pas la question, on parle des lois ordinaires, principalement du législateur, du pouvoir législatif, qui doit disposer du pouvoir législatif. Au moins un législateur courant, mais pourquoi pas un législateur spécial, pour viser quoi? Pour viser l'unanimité. Alors pourquoi cette idée? Pourquoi cette idée? Dans l'objectif qu'on a dit, le rôle du pouvoir législatif, c'est de viser cette société idéale. Pour ça, un législateur spécial qui viserait l'unanimité pourrait faire des lois particulières, dont il faudrait certainement trouver un nom, et on en donnera peut-être un dans les prochains épisodes, faire des lois spéciales, qui sont prises à l'unanimité, et donc en étant prises à l'unanimité, ont une force particulière, et ont été prises dans des conditions très particulières, très difficiles à obtenir, c'est-à-dire que tout le monde soit d'accord. On reviendra sur la question de l'unanimité une autre fois, mais avec l'unanimité, tout le monde est d'accord. Donc, ces lois-là sont en principe meilleures, sont en principe plus profondes, et en tout cas conviennent à tout le monde, et donc plus essentielles. On pourrait même dire plus fondamentales, sans confondre ça avec un droit fondamental, évidemment. On pourrait dire que ces lois sont plus fortes, certainement plus proches de l'idéal qu'on a, de cette société idéale. Mais alors, pourquoi pas faire qu'en fait, le législateur courant prenne ses décisions comme les législateurs spéciaux, c'est-à-dire à l'unanimité? Tout simplement parce qu'il est très difficile d'obtenir un accord de tout le monde, et donc de faire une loi, on pourrait appeler loi unanime, mais bon, ne retenez pas ce nom-là, c'est peut-être pas le nom que je vais choisir. Une loi spéciale, une loi unanime entre gros guillemets, c'est beaucoup plus difficile qu'une loi normale, qu'une loi ordinaire. Donc il faut un législateur courant, pour gérer les affaires courantes, pour s'occuper de faire le gouvernement, les majorités, etc., etc. Sinon le pays est bloqué. Dans une société idéale, dans n'importe quelle société, on ne veut pas qu'il y ait un législateur qui soit incapable de légiférer en temps et en heure, et assez rapidement, pour réagir à l'actualité, pour réagir au contexte, pour faire les bons choix. Un législateur complètement bloqué, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'il en faut deux. Un, pour assurer la continuité de l'État, pour assurer le bon fonctionnement des institutions,
et pour faire des lois également, qui ont quand même une certaine légitimité bien sûr, et un législateur spécial, qui est là pour viser l'unanimité, pour viser cette société idéale. On va pouvoir passer à la conclusion. Reprenons un peu. Le rôle du pouvoir législatif, c'est donc quoi? C'est de chercher à faire les meilleures normes obligatoires, générales et impersonnelles s'appliquant à toute la société, c'est-à-dire des lois, pour se rapprocher de la société idéale qui permettrait le mieux à tous et à chacun de rechercher le bonheur. Les lois doivent évidemment pouvoir être révisées, car des erreurs sont possibles et car le contexte évolue. Cependant, en raison de la poursuite de l'objectif qui est juste au-dessus, les lois devraient devenir de plus en plus permanentes. Qui doit disposer du pouvoir législatif? C'est plusieurs individus en collège pour un débat raisonné d'idées divergentes. Si il y a plusieurs corps, ou plusieurs assemblées qui légifèrent, il faut des règles claires et strictes. Pour des dialogues entre ces corps, pour avoir des règles de primauté entre les différentes normes prises par ces corps qui légiféreraient séparément. Par exemple, ce serait le cas entre ce législateur ordinaire, ce législateur courant, et ce législateur spécial. À la fois des dialogues et surtout une primauté entre ces différentes normes. On y viendra certainement plus tard, dans d'autres épisodes. Donc, j'ai marqué en principe il faut un législateur courant, au moins une assemblée, et pourquoi pas un législateur spécial pour viser l'unanimité. J'ai dit oui, car en fait dans ma question c'est une idée que j'avance et que je défends, conformément l'objectif au-dessus, et à ce que j'ai dit juste avant. Et donc, qui doit disposer du pouvoir législatif? On continue la conclusion, on se pose la question, du coup ce sont des assemblées hors circonstances exceptionnelles, et lesquelles, il faut leur donner des noms, je vais en parler maintenant, et on en parlera plus en détail dans les autres épisodes. Une chambre de législation courante, l'Assemblée nationale. Et une chambre de législation unanime, la Chambre des sages. On peut discuter évidemment des noms donnés à ces chambres. L'Assemblée nationale, et puis le Sénat. Pourquoi pas le Sénat? Car pour moi ce n'est pas important qu'il y ait une représentation des collectivités territoriales, surtout dans un État unitaire. Et les territoires seront, vous le verrez sans doute, si vous regardez les autres épisodes, en partie représentés dans l'Assemblée nationale par le mode d'élection des membres de l'Assemblée nationale. Mais également, et je ne l'ai pas dit, c'est 3 assemblées. L'Assemblée nationale, la Chambre des sages, mais également un pouvoir pas réellement législatif. Plutôt un pouvoir législatif négatif, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la loi, il l'empêche. Ce serait un conseil scientifique qui dispose du veto scientifique. Il peut dire non à un article, non à un alinéa, non à quoi que ce soit dans les lois des autres. Il ne fait pas la loi, il dispose d'un veto pour empêcher qu'une loi, qu'un article soit fait, qu'une norme soit mise en place par les 2 autres chambres, mais on y viendra plus en détail dans les autres épisodes. On se pose notamment les questions, quelles fonctions pour chaque chambre, quelle relation entre ces institutions, quel pouvoir doivent avoir ces chambres. Mais vous le découvrirez au moins en partie, en grande partie, dans l'épisode 23, dans l'épisode suivant. Merci d'avoir regardé celui-ci, j'espère qu'il vous a plu, vous avez eu des idées vous-même, que ça vous a fait réfléchir, que vous soyez d'accord ou non d'ailleurs, que vous réfléchissez à ces questions, que vous vous posez des questions sur le droit constitutionnel, et en particulier sur cette question-là. Merci à toutes et tous, je vais m'arrêter là, c'était Healthcare, et à bientôt.